Alors, on va vous présenter une vidéo qui va vous permettre de vous mettre à la prescription de PrEP de façon peut-être un peu plus fluide, que vous vous sentiez plus à l'aise, même si cette présentation n'a pas pour but de remplacer la formation qui s'appelle FormaPrep, qui est la référence en matière de formation pour les médecins. Cette vidéo fait suite à une première vidéo qui était une vidéo de présentation. Voilà, là on va rentrer un petit peu plus dans les détails et vous donner quelques outils. Quelques rappels simplement, la PrEP s'adresse à toutes les personnes qui n'utilisent pas systématiquement le préservatif lors de leur rapport et qui sont à haut risque de contracter le VIH. Il faut savoir que la PrEP peut être prescrite chez les sujets porteurs chroniques du virus de l'hépatite B, mais seulement en prise continue, et elle peut être aussi prise lors d'une grossesse ou d'un allaitement, sans problème. Alors, pour rappel sur les contre-indications, les majoritaires, et celles qu'il faut retenir, c'est surtout un débit de filtration glomérulaire inférieur à 60 qui signerait une insuffisance rénale qui ne serait pas compatible avec la PrEP, et bien sûr une infection par le VIH, qu'elle soit récente ou ancienne. Donc, pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que la consultation d'initiation de PrEP, c'est une consultation où vous allez donner beaucoup d'informations aux patients, beaucoup d'informations de prévention. On va revenir sur chacune d'entre elles. La première, vous allez revenir sur la prévention diversifiée. Je n'en parle pas trop pendant cette vidéo parce qu'on l'a déjà abordé lors de la précédente vidéo. Globalement, c'est la réduction des risques par les matériels à usage unique, le traitement d'urgence, le dépistage, le préservatif, la PrEP bien évidemment, et le traitement as prevention. La vaccination, donc, première des vaccinations abordées, la vaccination contre l'hépatite B. Vous devez vous assurer que vos patients sont vaccinés contre l'hépatite B et que vous avez à un moment un taux d'anticorps protecteur. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez faire jusqu'à 3 injections supplémentaires. Vous allez aborder aussi la vaccination contre l'hépatite A, que vous pouvez commencer après éventuellement une sérologie, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de gens qu'on voit ici qui sont déjà immunisés sans le savoir contre l'hépatite A, et proposer à ce moment-là un vaccin combiné, Twinrix, hépatite A, hépatite B, à 0, 1 et 6 mois. Vous allez aussi aborder la vaccination HPV jusqu'à 26 ans révolue chez les HSH, donc c'est les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes, et vous pouvez en profiter pour aborder les autres vaccinations comme le méningocé ou la rougeole. Ensuite, vous allez passer aux interactions médicamenteuses. La première des interactions à aborder, c'est les interactions avec les anti-inflammatoires. Pourquoi ? Comme vous allez voir après, la PrEP a des effets secondaires rénaux, et si elle est prise avec d'autres médicaments qui peuvent avoir des effets rénaux, ça va potentialiser ces effets nephrotoxiques. Donc, il faut rechercher chez le patient une automédication par INS et lui demander d'éviter de le faire. Si jamais il y a besoin d'un traitement plus long par anti-inflammatoire, à ce moment-là, il vaut mieux interrompre la PrEP pendant quelque temps, le temps que le patient prenne ses anti-inflammatoires. Vous allez rechercher la prise de pansement gastrique ou de psyllium qui peut interagir avec l'absorption de la PrEP. Et enfin, globalement, il n'y a pas d'autres interactions importantes, notamment avec les drogues, l'alcool, les hormones, les antidépresseurs, il n'y a pas de problème. Les effets indésirables, vous allez les aborder avec votre patient. Premier effet indésirable à évoquer parce qu'il fait un peu peur aux patients, c'est les effets rénaux. Ça va entraîner une baisse de la fonction rénale dans le cas d'une tubulopathie avec un syndrome de Fanconi. C'est rarissime. Nous, on suit à peu près 500 personnes pour la PrEP sur l'année 2021. On n'en a jamais vu pour l'instant. Donc c'est quand même quelque chose qui est rare et qui est réversible à l'arrêt de la PrEP. Donc vous allez suivre les patients pour ça, vous les informer, mais il faut aussi les rassurer pour leur dire que cet effet secondaire, il est rare. Les effets indésirables qui peuvent un peu plus souvent ressentir, même s'ils restent quand même peu fréquents, c'est les effets digestifs. Ça va être des nausées qui peuvent parfois aller jusqu'au vomissement, des mouvements, des maux de ventre, parfois de la diarrhée, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces effets secondaires, ils vont s'estomper avec l'utilisation dans le temps de la PrEP. Au bout de plusieurs semaines, ça va finir par partir. Même parfois, simplement, plusieurs jours suffisent à la disparition de ces effets secondaires. Vous avez d'autres effets secondaires un petit peu plus rares que je vous laisse découvrir. Et enfin, vous allez aborder pendant la consultation d'initiation, si vous le pouvez, si vous avez le temps, la notion du chemsex. Donc le chemsex, c'est l'utilisation de substances psychoactives dans le but d'initier, de faciliter, de prolonger ou d'améliorer des rapports sexuels. Les molécules principalement utilisées dans le chemsex, c'est le GHB, le GBL et les 3-MMC, en gros les drogues de synthèse. Il faut savoir que l'alcool, le cannabis et le popper ne se rendent pas forcément dans le cadre du chemsex, ça va être vraiment des drogues comme celles que je viens de vous citer, GHB, 3-MMC. Elles sont utilisées pour leur effet empathogène, entactogène, qui augmente la libido et qui diminue la sensation de faim et de fatigue, ce qui va permettre aux personnes qui l'utilisent d'avoir des rapports sexuels pendant plusieurs heures, voire tout un week-end.
Le problème, c'est qu'elles entraînent des troubles de l'érection, qui sont souvent du coup associés, et que les gens prennent avec leur consommation de substances du sildenafil, et que ça va être important de pouvoir rechercher cette prise de sildenafil, notamment dans les patients qui ont des facteurs de risque cardiovasculaire à cause du risque cardiaque, les associations Popper, sildenafil avec des drogues comme les kétinols. Les risques, ils sont multiples, donc celui qu'on a évoqué juste à l'instant, mais aussi les risques de coma par surdosage, donc c'est ce qu'on appelle le G-Hall quand c'est dans le cadre de l'utilisation du GHB, qui peut amener jusqu'à un décès, mais aussi tous les risques qui sont liés aux addictions comme la désociabilisation et les risques d'agression sexuelle, parce que les personnes en fait sous emprise peuvent à la fois ne plus pouvoir verbaliser leur non-consentement à l'acte et donc être victime d'une agression, mais aussi ne plus se rendre compte quand leur partenaire leur oppose un non-consentement et être auteur d'agression sexuelle. Donc c'est important aussi de pouvoir aborder ça. Vous pourrez peut-être pas tout aborder lors de la première consultation. C'est quelque chose qu'il faut avoir en tête que vous pouvez aborder très succinctement pendant la première consultation et si jamais ça peut être pertinent de le réaborder après par la suite. Vous avez tout le suivi de votre patient pour aborder ça, mais ça peut être simplement important de poser la question lors de la première consultation d'initiation. Alors en ce qui concerne les schémas de prise, donc il y a plusieurs schémas possibles différents. On peut avoir une prise en continu, donc avec un comprimé tous les jours à heure fixe. Il y a un schéma à la demande où on va plutôt prendre quand il y a besoin, le reste du temps on ne prendra pas. Et puis sinon on peut trouver une alternative un peu entre les deux. Ce qui est important c'est de toujours prendre à heure fixe et pendant ou après un repas ou une collation, si les personnes prennent la PrEP le ventre vide, ça arrive de mal se passer sur le plan digestif. Et puis il faut savoir que le schéma en continu, c'est le seul validé pour toute personne autre qu'un homme cis. Cis, j'entends cisgenre. Alors, en ce qui concerne le schéma à la demande, pour les hommes cis, donc, on commence par 2 comprimés, au moins 2 heures avant un rapport. C'est entre 2 heures et 24 heures avant un rapport. Les 2 comprimés, ça va permettre d'être protégé tout de suite, voilà, au bout de 2 heures. Et ensuite, on va continuer avec un comprimé par jour à heure fixe. Pour l'arrêter, il faut prendre un comprimé 24 heures après le rapport sexuel et 48 heures après le rapport sexuel. Donc il faut continuer sur 2 jours après les derniers rapports. Si on veut protéger un seul rapport sexuel, et ben en fait on va prendre 4 comprimés, 2 comprimés 2 heures avant, un comprimé 24 heures après et un comprimé 48 heures après. Le schéma continu, donc qui est valable pour tout le monde, et notamment pour les femmes cis et les personnes trans, on va devoir commencer le traitement 7 jours avant un rapport sexuel. Cette fois, on va prendre un comprimé pendant 7 jours avant le rapport sexuel, il n'y a pas besoin de prendre 2 comprimés. Et on va continuer ensuite avec un comprimé par jour. Donc on est protégé au bout de 7 jours de prise. Et pour l'arrêt, ça va être la même chose, on va continuer 7 jours après le dernier rapport sexuel pour être protégé bien après. Là, on a pris des schémas qui proviennent du livret La PrEP mode d'emploi qui a été fait par Aide. Alors, s'il y a un oubli ou un décalage de prise, ça va pas être la même chose en fonction du schéma. Pour le schéma en continu, il faut prendre le plus régulièrement possible la PrEP, ça c'est évident, mais il y en a quand même une tolérance de 12 heures d'oubli après la première semaine de prise. S'il s'agit d'hommes cisgenres et s'il y a plus de 3 oublis dans la semaine, ce qui est quand même conséquent, à ce moment-là, on a une indication à prendre le TPE, le traitement post-exposition. Pour les autres personnes, il ne faut pas plus d'un oubli dans les 7 derniers jours, sinon on n'est pas protégé. Pour le schéma à la demande, le décalage autorisé est plus faible, c'est plus ou moins 2 heures. Et donc si on n'a pas respecté ça, à ce moment-là, il y a une indication de TPE. Dans tous les cas, si vous êtes perdu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous adresser au Cégide qui est près de chez vous. On vous donnera toujours une réponse par rapport à ça. Donc là, vous avez donné toutes les informations au patient chez qui vous voulez initier la PrEP. Le patient est toujours partant, donc vous allez pouvoir prescrire votre premier bilan biologique. Ce bilan comprendra une recherche des différentes IST, donc les chlamydia, les gonocoques au multicide, comme on en a parlé dans la première vidéo, la sérologie syphilis, la sérologie VIH, la sérologie hépatite C. Vous allez aussi proposer la sérologie hépatite B chez les personnes qui sont non vaccinées et rechercher les anticorps vaccinaux chez les personnes qui le sont et chez qui vous n'auriez pas d'antériorité. Chez les personnes non vaccinées hépatite A, vous pouvez aussi vérifier la sérologie hépatite A pour chercher une immunisation naturelle. Vous allez regarder la fonction rénale, la fonction hépatique, et si vous avez un risque de grossesse, vous pouvez en profiter aussi pour faire des bêta-HCG chez la femme.
Avec les résultats de ce bilan biologique, vous pourrez initier la PrEP à certaines conditions. Il faut que vous ayez une fonction rénale avec un DFG supérieur à 60 datant de moins de 7 jours et une sérologie négative, VIH bien sûr, datant d'il y a moins de 7 jours. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut qu'il n'y ait pas de signe de primo-infection. Donc les signes de primo-infection, ça va être la survenue dans les 5 à 30 jours qui suivent un rapport non protégé, de céphalée, d'asthénie, de courbature, de polyadénopathie. Et si vous avez un tableau comme ça, alors à ce moment-là, ce qu'il faut, c'est prescrire d'urgence une sérologie VIH et une charge virale pour éliminer une infection récente au VIH qui nécessiterait une mise sous traitement urgente. Par contre, si dans ce cas-là, la sérologie VIH et la charge virale est négative, vous pouvez instaurer la PrEP chez votre patient, surtout qu'il est probablement assez à risque. La présence d'autres IST ne contre-indique pas la prescription de PrEP, c'est-à-dire que vous traitez vos autres IST et vous mettez le patient sous PrEP. Chez le patient non immunisé, hépatite B ou hépatite A, il n'y a pas de problème, vous pouvez débuter la PrEP, et pour l'hépatite B, vous pouvez faire un schéma accéléré. Petite chose, pour revenir sur les signes de primo-infection, ce qu'il faut savoir, c'est que le risque vraiment de prescrire la PrEP chez une personne infectée depuis longtemps ou récemment au VIH, c'est la survenue de mutations de résistance chez la souche virale du patient en fait. Et ça compliquera son traitement ultérieur. Donc vraiment, c'est très important pour le patient de ne pas introduire la PrEP chez quelqu'un d'infecté parce que ça grèvera de façon assez importante le reste de son suivi à l'hôpital pour son infection VIH. Toutes ces informations concernant les conditions de prescription initiale, les bilans, sont répertoriées dans les recommandations de l'HAS qui sont très bien faites et que vous pourrez découvrir après cette vidéo. Au bout d'un mois, vous contrôlez la fonction rénale. Le but, c'est de regarder s'il y a un effet secondaire rénal qui est apparu. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez une petite variation rénale, ça peut survenir. Il ne faut pas vous inquiéter, vous contrôlez simplement assez rapidement. Et la plupart du temps, ça revient à la normale. Il n'y a pas d'inquiétude. Vous contrôlez aussi la sérologie VIH. Le but est d'éliminer une infection qui serait survenue juste avant la mise sous PrEP. Alors dans le suivi de la PrEP, les bilans qui vont suivre ceux que vous avez fait avant, qui vont être faits à peu près tous les 3 mois, il y aura toujours une sérologie du VIH, une surveillance rénale et hépatique, une sérologie de la syphilis, et après, en fonction des risques qui sont pris, on peut rajouter une sérologie de l'hépatite C s'il y a des risques sanguins, une sérologie de l'hépatite B si les patients ne sont pas immunisés, et puis des bêta-HCG dans un cas de prise en charge globale, même si la grossesse ne contre-indique pas la prise de PrEP. En ce qui concerne les prélèvements locaux, dans le cadre de la PrEP, donc souvent il y a un petit peu plus de risques qui sont pris. Je pense qu'il ne faut pas hésiter chez qui que ce soit à faire les prélèvements sur les 3 sites. On augmente la sensibilité pour la détection des infections chlamydia gonocoque quand même. Voilà un exemple d'ordonnance. Donc c'est le Truvada qui est utilisé toujours de façon systématique. Donc c'est emtricitabine, tenofovir, disoproxil. Un comprimé à heure fixe, ça c'est pour la prise en continu. Une ordonnance donc de 3 mois à prendre au cours d'un repas ou d'une collation avec les informations. Il n'y a rien de plus à mettre, c'est une ordonnance simple et c'est pris à 100%. Au niveau du suivi, on dézoome un petit peu. Donc il y a la première consultation, la consultation quelques jours plus tard avec les résultats de la biologie. Ça peut être aussi le premier jour si vous avez déjà des résultats de biologie. On va donner une ordonnance pour une prescription à 1 mois et la prescription de la PrEP. À 1 mois, on vérifie que tout aille bien. Et après, on a un suivi tous les 3 mois avec le bilan que je vous ai montré juste au-dessus, en sachant que parfois, si la prise est très occasionnelle, on peut se permettre d'espacer un petit peu la surveillance. Pour une prise en continu, on va vraiment faire un suivi tous les 3 mois. Donc maintenant, un focus sur la santé sexuelle. La santé sexuelle, pour nous, c'est vraiment important de l'aborder lors de la prescription de PrEP ou lors du suivi. Elle est primordiale pour pouvoir être en accord avec le patient. Lors de l'abord de la santé sexuelle, vous avez parlé de l'orientation sexuelle de la personne. Est-ce qu'elle a des rapports sexuels avec des personnes du même genre qu'elle, d'un autre genre? Est-ce que c'est les deux? Ça vous permettra aussi d'aborder la question de l'identité de genre avec elle.
La question de la relation, donc la relation c'est à la fois la relation à l'autre, parce que vous allez peut-être avoir des patients qui sont en couple ouvert, c'est-à-dire qu'ils sont en relation libre et de temps en temps, ils sont en relation fixe et de temps en temps ils rencontrent d'autres personnes, comment ça se passe avec leur partenaire, et aussi la question plaisir, parce qu'il y a des personnes qui peuvent aussi souffrir d'une insatisfaction sexuelle. Et ce qu'il faut savoir sur l'abord de la santé sexuelle, c'est qu'elle se fait pas obligatoirement lors de l'initiation. C'est bien, vous avez du temps, vous pouvez l'aborder, mais peut-être que vous l'aurez déjà abordé lors des consultations antérieures parce que c'est des patients que vous connaîtrez. Peut-être que la personne ne sera pas très en confiance et que c'est super important d'avoir son accord lorsqu'on aborde ce genre de questions. Donc vous pouvez aborder ça de façon assez légère lors de la première consultation, puis au fur et à mesure du suivi, la personne sera en confiance et vous pourrez peut-être approfondir. Mais c'est quand même important de le souligner pour que le patient sache qu'il puisse aborder ces questions de santé sexuelle avec vous. Et la question la plus banale pour aborder ça, c'est êtes-vous satisfait de votre sexualité? C'est une question ouverte et il y a tout qui peut sortir. Parfois il n'y a rien, mais parfois il y a vraiment tout qui peut sortir. Ça vous permettra d'aborder les pratiques sexuelles, notamment les moyens de protection qui sont déjà utilisés, comme le préservatif externe ou le préservatif interne. Donc on a dit le genre des personnes rencontrées et surtout le type de rapport, oraux, anaux, vaginaux, l'utilisation d'objets aussi par exemple, et le nombre de partenaires rencontrés par mois ou par an. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert de savoir tout ça. Ce à quoi ça peut vous servir, c'est vraiment d'adapter votre discours de prévention. Vous n'allez pas avoir le même discours avec, par exemple, un homme qui est en couple avec un autre homme et qui rencontre une personne ou deux personnes en dehors de son couple par an et qui met le préservatif systématiquement et qui cherche dans la PrEP une protection supplémentaire, d'un couple hétérosexuel qui sont libertins et qui peuvent rencontrer une trentaine de partenaires différents par mois avec des pratiques par exemple BDSM ou le FIST, un couple de femmes qui pareil rencontrent d'autres personnes et qui partagent des objets. Vous allez vraiment adapter votre discours de prévention en fonction des pratiques des personnes et c'est super important parce que ça évitera qu'il y ait un décalage qui se crée quand vous allez parler de santé sexuelle avec votre patient. Ça vous permettra aussi d'évaluer la notion de risque par rapport aux infections au VIH et aux autres IST. Et ça, c'est particulièrement important parce que, par exemple, si vous avez un patient qui vraiment est cadré sur les moyens de prévention, qui fait très attention, qui est très sensibilisé, vous allez peut-être moins revenir là-dessus, vous lui laisserez un peu plus de liberté, alors un patient qui est vraiment en roue libre, qui prend beaucoup de risques, qui ne se présente pas à vos rendez-vous, vous allez peut-être essayer de l'appeler pour accrocher le suivi et faire un petit peu plus attention. Et enfin, la santé sexuelle, c'est aussi l'abord des violences. Vous avez sans doute déjà abordé les violences avec vos patients. Si ce n'est pas le cas, c'est vraiment l'occasion aussi de le faire. Et donc par violence, on n'entend pas que les violences sexuelles, c'est les violences physiques aussi, les violences psychologiques que les personnes peuvent subir dans leur vie quotidienne ou qu'elles ont déjà subies par le passé. Et là, avez-vous déjà subi des violences au cours de votre vie? C'est une question assez large qui permet d'aborder ça facilement. Certaines astuces qui peuvent vous servir au cabinet. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de valorisation particulière concernant la PrEP, mais il y a une modification de la CCP qui vous permet en fait de coter une première consultation de sensibilisation pour la contraception, mais aussi pour les infections sexuellement transmissibles. Elle vaut 46 € et elle est valable jusqu'à 25 ans révolus pour tous, hommes ou femmes. Donc celle-là, vous pouvez vous en servir si vous faites une consultation un peu plus longue lors de l'initiation de la PrEP. Et après, il ne faut pas hésiter à échelonner ça sur plusieurs consultations. Par exemple, revoir le patient avec ses résultats de biologie, ça vous permet d'avoir une autre consultation côté 25 avec un autre temps d'information. Et de faire vraiment des consultations dédiées parce que c'est pas quelque chose qui peut se faire à la fin d'une consultation pour un certificat médical ou autre chose. Il y a énormément d'informations à donner. Si vous recevez des patients mineurs qui souhaitent que la consultation n'apparaisse pas sur les relevés de sécurité sociale, vous pouvez coter votre consultation comme noté ci-dessous. Donc vous mettez 1 ou 2 en fonction du sexe de la personne. CCC, c'est le centre de référencement de la CPM, la clé après qui sera calculée automatiquement. Ça, vous le mettez sur votre consultation. La consultation sera aussi remboursée à 100% dans ce cas-là. Et sur les ordonnances, vous pouvez marquer au secret, comme ça la pharmacie pourra faire de même pour que le secret médical soit maintenu. Alors en cas de question de besoin d'un avis d'un cégide ou d'un infectiologue ou en cas de souci, vous pouvez toujours nous joindre. Donc là on vous a mis les coordonnées des cégides sur l'arc alpin avec en fonction de votre département, vous pouvez vous adresser au cégide au centre. Nous on vous a mis notre adresse
mail des médecins à Grenoble pour les médecins d'Isère. Vous pouvez nous joindre directement. Et donc en cas de besoin pour un TPE, vous pouvez adresser en Cégide ou au service des urgences. Et en cas de séroconversion au VIH, on vous a mis les centres d'infectiologie de chaque territoire. Enfin, quelques outils qui peuvent vous servir lors de vos consultations et qui peuvent servir aussi aux patients. Donc d'abord les applications. Donc PrepDial, c'est via Facebook, c'est un groupe d'échange d'utilisateurs de PrEP. Il y a aussi MyPrep, qui est une application qui permet un suivi personnel des patients et des rappels de prise. PrepInfo, qui est un site d'information fait par Aide, et AtMedInfo, qui est plutôt à destination des médecins et qui permet d'évaluer les interactions potentielles entre la PrEP et les autres médicaments, même si on sait qu'il n'y en a pas non plus beaucoup. Enfin, il y a le fascicule qui a été fait par Aide, qui est très bien, fascicule la PrEP mode d'emploi, qui est très complet, que vous pouvez vous servir pour vous et donner aux patients. Pas mal de petits outils qui sont faits par AIDS que vous pouvez donner aux patients qui pratiquent le chemsex. Je vous laisserai un petit peu tous les découvrir. Il y a beaucoup de groupes d'échange avec des intervenants formés à ça. Enfin, la documentation, donc vous avez le site de Corevi, le site de SIDA Info Service, les recos de l'HAS. N'hésitez pas vraiment à aller regarder la formation format PrEP qui est beaucoup plus longue, beaucoup plus complète que la nôtre si vous voulez avoir plein d'infos sur la PrEP, c'est vraiment très bien et la santé sexuelle est mieux abordée. Et enfin, il y a aussi le livret d'aide à la primo-prescription et au suivi de la PrEP à destination des médecins généralistes qui a été fait par le Corevi Nouvelle-Aquitaine qui est très complet et très bien aussi. Quelques éléments de biographie, et si vous voulez en savoir plus sur le chemsex, il y a le rapport chemsex qui est sorti en 2022, qui est très complet, qui est un petit peu long. Merci beaucoup pour votre attention. Nos remerciements les dédient à vous parce que vous avez pris le temps de vous renseigner sur la PrEP, et ça c'est super important pour nous. Et puis on remercie aussi Corevi qui nous a aidé à faire cette vidéo, qui nous a beaucoup aidé pour ça. Voilà. Merci.